Petit c. La population nomade, les mineurs. Les nomades du prolétariat se recrutent dans les campagnes, mais leurs occupations sont en grande partie industrielles. C'est l'infanterie légère du capital, jetée suivant les besoins du moment, tantôt sur un point du pays, tantôt sur un autre. Quand elle n'est pas en marche, elle campe. On l'emploie à la bâtisse, aux opérations de drainage, à la fabrication de la brique, à la cuite de la chaux, à la construction des chemins de fer, etc. Colonne mobile de la pestilence, elle sème sur sa route, dans les endroits où elle assoit son camp et alentour, la petite vérole, le typhus, le choléra, la fièvre scarlatine, etc. Note 162. Quand des entreprises, telles que la construction des chemins de fer, etc., exigent une forte avance de capital, c'est généralement l'entrepreneur qui fournit à son armée des baraques en planches ou des logements analogues, villages improvisés sans aucune mesure de salubrité, en dehors de la surveillance des autorités locales, mais source de gros profits pour monsieur l'entrepreneur, qui exploite ses ouvriers et comme soldat de l'industrie et comme locataire. Suivant que la baraque contient 1, 2 ou 3 trous, l'habitant, terrassier, maçon, etc., doit payer par semaine 1, 2, 3 shillings. Note 163. Un seul exemple suffira. En septembre 1864, rapporte le docteur Simon, le président du Nuisance Removal Committee de la paroisse de Sevenoaks dénonça au ministre de l'Intérieur, Sir George Grey, les faits suivants. Ouvrez les guillemets. Dans cette paroisse, la petite vérole était encore, il y a un an, à peu près inconnue. Un peu avant cette époque, on commença à percer une voie ferrée, de Lewisham à Tonbridge. Outre que le gros de l'ouvrage s'exécuta dans le voisinage immédiat de cette ville, on y installa aussi le dépôt central de toute la construction. Comme le grand nombre des individus ainsi occupés ne permettait pas de les loger tous dans des cottages, l'entrepreneur, M. Jay, afin de mettre ses ouvriers à l'abri, fit construire sur différents points, le long de la voie, des baraques dépourvues de ventilation et d'égout, et de plus nécessairement encombrées car chaque locataire était obligé d'en recevoir d'autres chez lui, si nombreuse que fût sa propre famille, et bien que chaque hutte n'eût que 2 chambres. D'après le rapport médical qu'on nous adresse, il résulta de tout ceci que ces pauvres gens, pour échapper aux exhalaisons pestilentielles des eaux croupissantes et des latrines situées sous leurs fenêtres, avaient à subir pendant la nuit tous les tourments de la suffocation. Des plaintes furent enfin portées devant notre comité par un médecin qui avait eu l'occasion de visiter ces taudis. Il s'exprima en termes amers sur l'état de ces soi-disant habitations, et donna à entendre qu'il y avait à craindre les conséquences les plus funestes, si quelques mesures de salubrité n'étaient pas prises sur le champ. Il y a un an environ, M. Jay s'engagea à faire préparer une maison, où les gens qui l'occupent devaient passer aussitôt qu'ils seraient atteints de maladies contagieuses. Il a renouvelé sa promesse vers la fin du mois de juillet dernier, mais il n'a rien fait, bien que depuis lors on ait eu à constater plusieurs cas de petites véroles dans les cabanes mêmes qu'il me décrivit comme étant dans des conditions effroyables. Pour votre information, celle du ministre entre parenthèses, je dois ajouter que notre paroisse possède une maison isolée, dite la maison des pestiférés, Pest House, où les habitants atteints de maladies contagieuses reçoivent des soins. Cette maison est depuis des mois encombrée de malades. Dans une même famille, 5 enfants sont morts de la petite vérole et de la fièvre. Depuis le 1er avril jusqu'au 1er septembre de cette année, il n'y a pas eu moins de 10 cas de mort de la petite vérole, 4 dans les sudites cabanes, le foyer de la contagion. On ne saurait indiquer le chiffre des cas de maladie parce que les familles qui en sont affligées font tout leur possible pour les cacher. Note 164, fermez les guillemets. Les houilleurs et les autres ouvriers des mines appartiennent aux catégories les mieux payées de la classe ouvrière anglaise. À quel prix ils achètent leur salaire, on l'a vu précédemment. Note 165. Mais ici nous ne considérons leur situation que sous le rapport de l'habitation. En général, l'exploiteur de la mine, qu'il en soit le propriétaire ou le locataire, fait construire un certain nombre de cottages pour ses ouvriers. Ceux-ci reçoivent en outre du charbon gratis, c'est-à-dire qu'une partie de leur salaire leur est payée en charbon et non en argent. Les autres, qu'on ne peut loger de cette façon, obtiennent en compensation 4 livres sterling par an. Les districts des mines attirent rapidement une grande population, composée des ouvriers mineurs ou des artisans, des habitants, etc., qui se groupent autour d'eux. Là comme partout où la population est très dense, la rente foncière est très élevée. L'entrepreneur cherche donc à établir à l'ouverture des mines, sur l'emplacement le plus étroit possible, juste autant de cottages qu'il en faut pour parquer les ouvriers et leurs familles,
Quand on ouvre aux environs des mines nouvelles, ou que l'on reprend l'exploitation des anciennes, la presse devient naturellement extrême. Un seul motif préside à la construction de ces cottages, l'abstinence du capitaliste, son aversion pour toute dépense d'argent comptant qui n'est pas de rigueur. Ouvrez les guillemets. Les habitations des mineurs et des centres ouvriers que l'on voit dans les mines de Northumberland et de Durham, dit le Dr Julian Hunter, sont peut-être en moyenne ce que l'Angleterre présente sur une grande échelle de pire et de plus cher en ce genre, à l'exception cependant des districts semblables dans le Monmouthshire. Le mal est là à son comble, à cause du grand nombre d'hommes entassés dans une seule chambre, de l'emplacement étroit où l'on a empilé un amas de maisons, du manque d'eau, de l'absence de latrines et de la méthode fréquemment employée qui consiste à bâtir les maisons les unes sur les autres ou à les bâtir en flats, entre parenthèses, de manière que les différents cottages forment des étages superposés verticalement. L'entrepreneur traite toute la colonie comme si, au lieu de résider, elle ne faisait que camper. Note 166, fermez les guillemets. Ouvre les guillemets. En vertu de mes instructions, dit le docteur Stevens, j'ai visité la plupart des villages miniers de l'Union Durham. On peut dire de tous, à peu d'exceptions près, que tous les moyens de protéger la santé des habitants y sont négligés. Les ouvriers des mines sont liés, entre parenthèses, bound, expression qui, de même que bondage, date de l'époque du servage, sont liés pour 12 mois aux fermiers de la mine, entre parenthèses, le lessee, ou au propriétaire. Quand ils se permettent de manifester leur mécontentement ou d'importuner d'une façon quelconque l'inspecteur, entre parenthèses viewer, celui-ci met à côté de leur nom une marque ou une note sur son livre, et à la fin de l'année, leur engagement n'est pas renouvelé. À mon avis, de toutes les applications du système du troc, entre parenthèses paiement du salaire en marchandises, il n'en est pas de plus horrible que celle qui règne dans ces districts si peuplés. Le travailleur y est forcé d'accepter, comme partie de son salaire, un logis entouré d'exhalaisons pestilentielles. Il ne peut pas faire ses propres affaires comme il l'entend, il est à l'état de serf sous tous les rapports. He is to all intents and purposes a serf. Il n'est pas certain, paraît-il, qu'il puisse en cas de besoin s'adresser à personne autre que son propriétaire. Or, celui-ci consulte avant tout sa balance de compte, et le résultat est à peu près infaillible. Le travailleur reçoit du propriétaire son approvisionnement d'eau, bonne ou mauvaise, fournie ou suspendue, il faut qu'il la paye, ou pour mieux dire, qu'il subisse une déduction sur son salaire. Note 167, fermez les guillemets. En cas de conflit avec l'opinion publique, ou même avec la police sanitaire, le capital ne se gêne nullement de justifier les conditions, les unes dangereuses et les autres dégradantes, auxquelles il astreint l'ouvrier, faisant valoir que tout cela est indispensable pour enfler la recette. C'est ainsi que nous l'avons vu s'abstenir de toute mesure de protection contre les dangers des machines dans les fabriques, de tout appareil de ventilation et de sûreté dans les mines, etc. Il en est de même à l'égard du logement des mineurs. Ouvrez les guillemets. Afin d'excuser, dit le docteur Simon, le délégué médical du conseil privé dans son rapport officiel, afin d'excuser la pitoyable organisation des logements, on allègue que les mines sont ordinairement exploitées à bail, et que la durée du contrat, 21 ans en général dans les houillères, est trop courte pour que le fermier juge qu'il vaille la peine de ménager des habitations convenables pour la population ouvrière et les diverses professions que l'entreprise attire. Et, lors même dit-on que l'entrepreneur aurait l'intention d'agir libéralement en ce sens, sa bonne volonté échouerait devant les prétentions du propriétaire foncier. Celui-ci, à ce qu'il paraît, viendrait aussitôt exiger un surcroît de rente exorbitant, pour le privilège de construire à la surface du sol qui lui appartient un village décent et confortable, servant d'abri aux travailleurs qui font valoir sa propriété souterraine. On ajoute que ce prix prohibitoire, là où il n'y a pas prohibition directe, rebute aussi les spéculateurs en bâtiment. Je ne veux ni examiner la valeur de cette justification, ni rechercher sur qui tomberait en définitive le surcroît de dépenses, sur le propriétaire foncier, le fermier des mines, les travailleurs ou le public. Mais en présence des faits outrageux révélés par les rapports ci-joints, ceux du docteur Hunters, Stevens, etc., il faut nécessairement trouver un remède. C'est ainsi que des titres de propriété servent à commettre une grande injustice publique. En sa qualité de possesseur de mines, le propriétaire foncier engage une colonie industrielle à venir travailler sur ses domaines. Puis, en sa qualité de propriétaire de la surface du sol, il enlève aux travailleurs qu'il a réunis toute possibilité de pourvoir à leurs besoins d'habitation. Le fermier des mines, l'exploiteur capitaliste, n'a aucun intérêt pécuniaire à s'opposer à ce marché ambigu.
S'il sait fort bien apprécier l'outrecuidance de telles prétentions, il sait aussi que les conséquences ne retombent pas sur lui mais sur les travailleurs, que ces derniers sont trop peu instruits pour connaître leur droit à la santé, et enfin que les habitations les plus ignobles, l'eau à boire la plus corrompue, ne fourniront jamais prétexte à une grève. Note 168. Fermez les guillemets.